Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour notre webinaire consacré aujourd'hui à la gestion patrimoniale en action au cours du mois de juin. Donc, ce que nous avons fait en matière de gestion dans les portefeuilles de Finaltis Titan et Finaltis Digital Leader au cours du mois de juin, est ce que nous projetons au cours des semaines qui viennent, le tout basé sur une analyse macroéconomique générale représentant notre vue à ce jour, le 30 juin 2020, des marchés financiers. Merci encore de nous joindre. Nous allons respecter un horaire qui est d'une heure. Pour respecter cet horaire, nous vous proposons, et maintenant une interaction de qualité, nous vous proposons, dans le cadre du chat Zoom, de poser vos questions ou de lever la main. Et notre animateur du jour, animateur technique que je remercie, Andy, va nous transmettre vos interventions. Donc, je suis entouré, comme de tradition maintenant, par Bruno Bernstein, directeur général, responsable de la gestion action, et par Philippe Lalouche, spécialiste des valeurs digitales. Allons tout de suite au sujet qui nous intéresse en passant cette première page et cette deuxième page que vous connaissez tous par cœur à présent, avertissement réglementaire. Voilà, donc très rapidement, afin de traiter tout de suite le sujet, les performances. Donc on est dans une situation qui est un peu paradoxale, puisque depuis le début de l'année, on a des marchés qui restent globalement baissiers à part le Nasdaq, mais qui sont en situation de fort rebond post-Covid. On a amplifié ce rebond d'une manière générale chez Finaltis, et particulièrement dans les fonds Finaltis Titan et Finaltis Digital Leaders, puisque Finaltis Titan est encore légèrement en baisse hier soir depuis le début de l'année, un peu moins de 5% de baisse, après avoir eu une année 2019 conforme à des marchés actions. Il a particulièrement bien rebondi post-Covid, et puis Finaltis Digital Leader, lui, est sur une thématique qui porte la thématique digitale, mais on va le voir, réalise une performance exploitant pleinement cette thématique sans en prendre ce qui nous semble être des risques spécifiques trop importants, notamment des risques de concentration sur des titres qui nous semblent aujourd'hui porteurs de risques qu'on n'a pas forcément envie de prendre pour nos investisseurs. On le voit par rapport à un point de bas connu. On a un fort rebond qui est de plus de 30%, 33% exactement pour Finaltis Titan et 36% pour Finaltis Digital Leader. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on voit d'une manière générale pour les marchés financiers dans les semaines qui viennent et l'été devant nous? Comme nous le faisons traditionnellement, commençons par un point général qui n'est pas forcément aujourd'hui toujours dans l'esprit des investisseurs. Je vais aller très très vite. Avant de me concentrer sur un sujet qui, là, pour le coup, est clairement dans l'esprit de tous les investisseurs sur les marchés, qui est la relation, on qualifiera tendue, pour le moins, entre la Chine et les États-Unis. Mais n'oublions pas qu'il y a d'autres sujets d'attention, des sujets qui ne sont pas encore nécessairement pris en compte, et on le sait sur les marchés financiers, c'est peut-être ces sujets qui sont susceptibles de nous surprendre. On l'a tous en tête, l'ONU vient de fêter ses 75 ans, il y a 2 jours, précisément le 26, 4 jours, pardon, le 26 juin dernier. Donc il y a 75 ans, la Charte de sécurité des Nations Unies était signée à San Francisco. À cette occasion-là, c'est une coïncidence de calendrier, il y a eu le renouvellement du Conseil de sécurité avec 5 membres permanents, pardon, 5 membres non permanents du Conseil de sécurité sur 10 qui ont été changés. Le Kenya, le Mexique, la Norvège, l'Irlande et un dernier pays qui me reviendra, j'en oublie toujours un, ont intégré ce Conseil de sécurité, ce qui change un peu l'équilibre des forces au sein du Conseil de sécurité. Il y a plein de sujets sur la table à l'ONU et on commencera dès demain avec le possible plan d'annexion des territoires dits occupés de Palestine par Israël, qui pourrait être annoncé par le gouvernement israélien. Un autre sujet qui est aujourd'hui très important en termes de géopolitique, c'est le côté agressif assez fortement marqué, de plus en plus marqué
par deux grands pays qu'on a coutume de qualifier de démocratures, donc à mi-chemin entre des démocraties au moins de façade et des dictatures dans certains cas de fait, qui sont la Russie et la Turquie, qui s'affrontent aujourd'hui sur deux terrains, qui s'affrontent militairement sur deux terrains, en Syrie, on l'a tous en tête, mais également en Libye, qui, selon les termes de Jean-Yves Le Drian, est en voie de syrianisation. Alors, la particularité, c'est que nous, Français, sommes dans un cas alliés des Russes, alliés objectifs des Russes, c'est le cas en Libye, et dans l'autre camp, en Syrie. Dans les deux cas, on trouve face à nous la Turquie, donc pays qui est en partie européen, et qui est aujourd'hui de plus en plus agressif. Pour l'instant, les marchés n'ont pas particulièrement réagi. Vous voyez sur ces informations également, enfin sur ce transparent, quelques éléments de contexte avec la fin demain du vote sur la nouvelle constitution russe qui ne fera que renforcer le côté être semi-dictature de cette démocratie au moins de façade. Et puis dernier point, on y reviendra sur un point spécifique, la relation de la Chine. Là, il ne s'agit pas de la relation de la Chine avec les États-Unis, on verra, qui est assez conflictuelle et qui est d'ailleurs un des sujets de volatilité sur les marchés, mais la relation de la Chine avec ses 14 voisins. À part la Corée du Nord, les relations de la Chine sont mauvaises avec tous ses voisins, directs ou un peu plus lointains de ce qu'elle considère être sa sphère d'influence. L'Inde, voisin direct avec lequel on a connu des affrontements et des morts, c'est la première fois qu'on atteint ce niveau d'intensité depuis 1975 dans le conflit frontalier qui oppose la Chine et l'Inde. Pour l'instant, limité à des combats à coups de pierre et de bâton, aucun coup de feu tiré, 20 morts côté indien, nombre inconnu de morts côté chinois, et une réponse indienne hier avec l'interdiction et la fermeture des services des plus grandes applications chinoises sur le territoire indien, dont TikTok et toutes les applications chinoises les plus connues. Des attaques, des cyberattaques non voilées, dénoncées par le Premier ministre australien lui-même en représailles à l'attitude australienne que la Chine considère comme défiante, et notamment dans le dossier hongkongais, et dans les réclamations que l'Australie peut mener quant au comportement de la Chine sur le traitement du Covid, le traitement initial du Covid. L'Australie, rappelons-le, est très en pointe dans les demandes d'enquête sur l'attitude chinoise dans les prémices, lors des prémices de ce qui est devenu aujourd'hui une pandémie et ce qui était à l'époque une épidémie. Et enfin, la Corée du Nord, qui agit rarement sans une autorisation de long terme des Chinois et qui a procédé à ce qu'elle fait de mieux, c'est-à-dire détruire à l'explosif, là en l'occurrence un bureau de liaison avec la Corée du Sud. Bon, les Chinois montrent une certaine agressivité, mais s'arrêtent avant de déclencher une crise trop majeure, trop durable. Et c'est le cas par exemple avec la Corée du Nord, où visiblement la semaine dernière, il a été demandé aux Nord-Coréens d'arrêter leurs menaces, ce qu'ils ont fait instantanément. Voilà pour les points qui ne sont pas forcément aujourd'hui dans l'œil des marchés, mais qui peuvent, au cours de cet été, évoluer dans un sens qui créera plus de volatilité et avoir un news flow qui peut nous impacter. Passons maintenant à la crise du Covid qui explique une bonne part du comportement, et je donne la parole à Bruno sur ce sujet. Merci Denis. Donc voilà, le temps est maussade, il pleut à verse, et on va essayer de vous expliquer comment chez Finaltis on essaie de se protéger de ce mauvais temps. Donc, l'année est particulièrement mouvementée. On a même peine à imaginer qu'on n'est qu'à mi-chemin, qu'en tout cas ce soir on sera à mi-chemin, puisqu'on a eu, je dirais, l'équivalent de 4 crises majeures en 6 mois, la pandémie, ça ne vous a pas échappé, un certain nombre de mouvements sociaux aux États-Unis, en Europe, assez violents, bien sûr une crise économique d'une violence incroyable, en tout cas pour ce qui est du nombre de pertes d'emplois aux États-Unis, et une dégringolade des marchés hyper violente en 4-5 semaines entre
entre mi-février et les dernières semaines de mars, qui nous rappelaient d'assez mauvais souvenirs, en tout cas qui ressemblaient furieusement au krach que certains d'entre vous ont vécu en 2008. Donc, notre sentiment, quitte à paraître un peu plus prudent que d'habitude, mais c'est notre rôle aussi d'alerter sur les risques, et surtout quand on voit de la complaisance dans les marchés, on vous l'expliquera. Notre sentiment, il est assez marqué, c'est qu'une deuxième vague est inévitable. Donc on n'est pas capable à ce stade de dire si cette vague sera uniquement économique ou économique et sanitaire. Donc pour illustrer, donc la première vague, elle a disparu sur la droite de cette magnifique estampe japonaise que vous connaissez sans doute, la grande vague de Kanagawa, et celle plus menaçante, la deuxième, arrive avec une écume en forme de griffe. Voilà. Et nous, a priori, on est sur les petits bateaux et très loin de la sérénité du mont Fuji que vous apercevez au fond de l'image. Donc, plus sérieusement, ce qui nous inquiète, c'est qu'il nous semble, pour reprendre un terme obligataire, qu'il y a une différence de duration entre les plans des États, qui étaient plutôt là en termes de stimulation budgétaire et monétaire pour nous faire passer un été compliqué, et la durée de l'épidémie, là je parle vraiment de l'aspect sanitaire, il semble de plus en plus évident, on n'est pas meilleur observateur que vous de tout ça, mais je dirais qu'il suffit de se renseigner un peu pour comprendre qu'a priori on ne se débarrassera pas de ce virus en 3-4 mois. Voilà. Donc ça nous pose quelques soucis. Alors, le point de complaisance dans le marché, il est très simple. C'est qu'aujourd'hui, ce qui nous a pas mal choqué, c'est la réaction du marché à l'intervention de Jérôme Powell il y a une dizaine de jours, presque une quinzaine de jours maintenant. Vous en rappelez peut-être, une séance très violente au cœur du mois de juin, avec quasiment une séance sur les gros indices de -6, -7%. Et qu'est-ce qui a déclenché cette séance de baisse? C'est tout simplement Jérôme Powell qui, lors d'un discours, a eu un verdict assez sombre sur l'économie américaine. Et là, on s'est dit, mais qu'est-ce que le marché a en tête, en fait? Et il faut bien reconnaître que pour avoir une réaction aussi violente, alors que vraiment il s'est montré très accommodant dans ce discours sur toutes les mesures d'accompagnement monétaire, et on s'est dit que ce qui finalement rendait ce marché dangereux, c'est qu'il semblerait que les États, les investisseurs soient au milieu d'un rêve éveillé. Ils voudraient, ils ont raison, on le voudrait tous, à la fois l'argent des banques centrales et des États, tout en ayant la fameuse reprise économique en V, violente et durable. Et nous, pour être francs, le beurre et l'argent du beurre, nous n'y croyons pas. Alors, nous, dans des environnements compliqués, mais ça n'a pas vraiment changé Covid ou pas Covid, le précepte qui guide nos décisions d'investissement chez Finaltis, il est très simple, c'est qu'on considère qu'un actif ou un marché porte peu de risques à partir du moment où cet actif ou ce marché intègre bien le risque. Et aujourd'hui, on va vous expliquer pourquoi on pense que le marché n'intègre pas parfaitement le risque qui s'est matérialisé ces derniers mois. Donc ça, c'est un raisonnement très simple, très factuel, mais parfois dans l'investissement, les choses les plus simples sont les plus utiles. Donc on regarde sur ce graphique l'évolution de la capitalisation boursière du MSCI World en milliards de dollars. Et entre le 19 février, le début de la crise boursière, et la mi-mars, on a 17 trilliards de capitalisation boursière qui sont envolés en fumée. On a ensuite reconstitué une grosse partie de cette destruction de valeur, puisqu'on le marché a remonté, et c'est un pointage, c'est frais, c'est hier soir, le marché a reconstitué 12 trilliards de capitalisation boursière. Ces 12 trilliards de capitalisation boursière, c'est justement le coût de la crise tel que nous l'a donné le FMI il y a 3 jours, en tout cas le coût de la crise selon eux pour l'instant. Et finalement, on se rend compte que
il reste une différence, bien sûr, entre le 19 février et le 26 juin. Hein, c'est 5 trilliards de capitalisation boursière qui sont toujours à rattraper, disons, mais une grosse partie du chemin a été fait. Et le sentiment qu'on a aujourd'hui, c'est que finalement, le marché a déjà acheté une grosse partie de la recovery économique en bon français, et on se demande un peu ce qui va lui rester à acheter dans la deuxième partie de l'année. Alors, les grands risques, Denis en a déjà évoqué un, hein, c'est le risque géopolitique, on va en reparler un petit peu. Il y avait des grands risques dans le marché avant cette pandémie. Et finalement, pour nous, cette pandémie ne change pas grand-chose. Ces risques sont toujours là. En revanche, ces risques deviennent encore plus forts. Bien sûr, le risque 1, c'est les écarts de richesse hein, qui pourront, et on le verra, on a des élections importantes en novembre aux États-Unis et on sait très bien que si nos sociétés continuent à fragmenter à ce point-là, ça va nous fabriquer du populisme de droite ou de gauche. Deuxièmement, l'affrontement de deux superpuissances, ça ne vous a pas échappé. Un risque qui nous préoccupe beaucoup, qui est l'endettement des entreprises, il nous préoccupe d'autant plus que c'est un risque qui arrive au moment de l'épidémie, quoi. Je dirais devient encore plus grave avec cette pandémie, mais probablement un endettement qui va rester très durable et qui va aller bien au-delà de la crise sanitaire. Et quatrièmement, et c'est peut-être le plus grand risque, hein, puisqu'il faut le reconnaître, si les marchés montent, c'est beaucoup grâce à la liquidité des banques centrales. Et notre crainte, c'est que les banques centrales, dans les mois ou les années qui viennent, deviennent moins efficaces. Alors, quelques chiffres sur les écarts de richesse. Bon, avant même l'épidémie du Covid-19, mais c'est sans doute pas une surprise pour vous, on sait qu'une grande partie de la population américaine a quasiment pas d'épargne. Hein. Donc 40% des familles américaines n'étaient pas en mesure de faire face à une dépense imprévue de $400. Ça, c'est une source de la Fed. Et quand on apprend par ailleurs que 40% des Américains qui gagnent moins de $40 000 sont au chômage, on se dit qu'il doit y avoir un bon niveau de recouvrement entre ces deux 40% et que probablement non seulement les Américains vont avoir des dépenses imprévues, mais qu'en plus, dans ces foyers-là, probablement ils seront au chômage, puisque 42 millions d'Américains ont fait des demandes d'allocation chômage, c'est absolument vertigineux, hein, on vous fait grâce du graphique qui est ultra angoissant, et aujourd'hui on a quand même un actif américain sur 4 qui est au chômage. Donc ce qui nous inquiète, c'est la persistance, c'est comme la dette des entreprises, on en parlera, c'est que cet effet Covid en fait crée des déséquilibres structurels et on craint que le chômage dure aux États-Unis, et ce qui bien sûr aurait pour effet premier de faire flamber le taux de pauvreté et nous amener ce taux de pauvreté sur des niveaux qui n'ont pas été vus depuis 50 ans. Alors, la crise du Covid, là encore, ne fait que renforcer quelque chose qui est une tendance lourde, qui existe depuis longtemps, et de radicaliser une opposition entre des pays qui seront dans les décennies à venir clairement antagonistes. Jusqu'à quel point, on le verra. Mais on a eu un certain nombre de signaux ces derniers jours qui sont intéressants et qui dépassent largement ce que je n'ai pas pu m'empêcher de vous mentionner, c'est-à-dire la mauvaise blague électorale dont Donald Trump a le secret, puisqu'il ne l'appelle plus le coronavirus, le virus chinois, il l'appelle le Kung Flu, donc en l'occurrence la grippe Kung, Kung Flu. Voilà. Alors il y a d'autres signaux qui sont extrêmement concrets et qui s'inscrivent dans une tendance longue, qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour nous Européens si on n'y réagit pas. Réduction des effectifs de l'armée américaine en Allemagne. Il a été annoncé la semaine dernière par Trump lui-même que 9500 soldats sur un peu moins de 35 000, hein, donc c'est très significatif, allaient quitter très prochainement l'Allemagne. Il n'a pas dit pourquoi, et en fait son conseiller à la sécurité nationale, qui est M. O'Brien, lui l'a clairement dit, il a dit nous avons besoin de les redéployer en Asie pour contrer la Chine. Les choses sont très claires, on est dans une perspective de maintien au moins du point de vue des Américains d'un statu quo vis-à-vis de la Chine, et notamment dans la mer
dans la mer de Chine que la Chine considère comme son prêt carré. En l'occurrence, il n'est pas tout à fait carré, mais comme son prêt propriétaire. Il y a une décision qui a été prise hier, qui est passée relativement discrètement dans les médias de ce côté-ci de l'Atlantique, mais qui fait pas mal de bruit de l'autre côté. C'est que depuis hier, il est interdit de diffuser, il est interdit aux sociétés américaines de diffuser une haute technologie à toute société chinoise susceptible de renforcer les capacités militaires américaines. Et on parle particulièrement des semi-conducteurs. Ce qui va rendre très difficile pour beaucoup de sociétés chinoises, et en premier lieu, on pense bien sûr à Huawei, de sourcer ces semi-conducteurs. C'est-à-dire une interdiction totale, directe et indirecte depuis hier. Donc, ce sont des illustrations très récentes de la montée en puissance de cet affrontement que le Covid, là encore, ne fait qu'exacerber, puisque on a un pays, les États-Unis, qui en souffre, et qui est le pays qui aujourd'hui en souffre probablement le plus en termes sanitaires, et un pays qui est accusé par de nombreux autres pays, en premier lieu les États-Unis, d'avoir peut-être, enfin très certainement même, sous-estimé à l'origine de cette épidémie sa gravité. Alors le troisième risque, c'est un très gros morceau aussi, hein, c'est le risque lié à la dette des entreprises. Clairement, on avait un problème avant la crise. Ce problème, il est encore plus fort après la crise. À titre d'illustration, je pense que c'est intéressant de voir ce qui se passe dans les compagnies aériennes, puisque les compagnies aériennes, bien sûr, allaient droit à la faillite aux États-Unis, les 4 principales compagnies aériennes. Et il y a un plan, donc, dans le cadre du plan de 2,2 trilliards voté par le Congrès américain, le CARES Act. Il y a 50 milliards qui ont été pour les compagnies aériennes. Ce qui est très gênant, c'est cette notion d'aléa moral dont, à mon avis, on parlera beaucoup dans les semaines qui viennent. C'est qu'on a fait le travail, nous, de regarder, c'est pas du tout le genre de société dans lequel on investit, hein, clairement, mais on savait que les compagnies aériennes avaient racheté beaucoup d'actions. Et quand on a fait le calcul de voir combien elles avaient racheté d'actions sur les 5 dernières années, on est arrivé à 45 milliards. Donc ça nous rappelle furieusement à 2008, puisque en fait, les managements ont joué à la gonflette sur le cours de bourse en rachetant puis en supprimant des actions. Et puis quand il n'y avait plus de trésorerie, hein, et que la crise est arrivée, bien sûr, on appelle au secours le contribuable. C'est ce qu'on appelle l'aléa moral. Le problème qu'on a aussi, c'est que le volume d'émissions, avec la Fed qui a tout de suite couru au secours du marché obligataire, le volume d'émissions est absolument spectaculaire sur le premier semestre. Hein. On va émettre rien qu'aux États-Unis, hein, en Europe, on a aussi des très grosses émissions, 1,2 trilliard, 1200 milliards de dette corporate, alors qu'on savait déjà que la dette corporate était une des grosses faiblesses du marché. Pourquoi on s'intéresse tant à l'obligataire, hein? C'est parce que nous, on investit majoritairement en equity chez Finaltis, mais le marché obligataire est beaucoup plus gros et le marché equity ne peut pas tenir si le marché obligataire ne tient pas. Hein, c'est aussi simple que ça. Donc, dans les émissions, dans les 1200 milliards, il y a des noms, alors là, pour le coup, qui ne sont pas du tout le genre de société qu'on achète, et des noms qui ont émis et qui sont vraiment des sociétés qui ont des gros problèmes en ce moment, mais finalement, l'argent est facile. La Fed est aujourd'hui le 3e porteur du plus gros fonds investment grade coté par BlackRock, le LQB, qui fait 50 milliards. Ils deviennent porteurs du HIG, qui est le 2e plus gros tracker, lui, sur le high yield. Donc, voilà, la Fed est là, donc on émet du papier. Tout ça dans un contexte où S&P a prononcé 1500 downgrades, donc c'est 3 fois la moyenne des 10 dernières années. Et ça n'a pas empêché ces levées de bien se passer, tout simplement parce que la Fed a envoyé un message très fort, a finalement coupé l'herbe sous le pied des agences de rating en disant que tous les downgrades après le 22 mars ne seraient pas pris en compte par la Réserve fédérale pour acheter de la dette corporate.
Donc tout ça nous fabrique un cocktail assez explosif puisqu'on se retrouve aujourd'hui aux États-Unis, et c'est une étude de la Deutsche Bank Securities qui est sortie il y a quelques jours, avec 18% d'entreprises zombies. Et une entreprise zombie, c'est tout simple, c'est une entreprise qui ne peut même pas couvrir sa charge d'intérêt par son résultat net. Donc c'est une entreprise, dit en résumé, qui va dans le mur, hein, plus ou moins doucement, plus ou moins vite, mais elle va dans le mur s'il n'y a pas des cessions, des grands bouleversements. Donc ce chiffre est record, hein, dans l'histoire du capitalisme américain, et en tout cas c'est 3 fois ce qu'on constatait en 2008. Et alors le dernier risque, c'est un risque qui est majeur parce que c'est les banques centrales qui font monter les marchés, hein, donc on sait bien que il faut pas que la main tremble de ce côté-là. Donc très rapidement, on va pas faire, c'est pas l'objet de cette présentation de vous faire un cours d'histoire économique, on en serait bien incapable, mais en gros il y a 3 temps de politique monétaire. Donc là, on a mis la photo de Paul Volcker, hein, c'est sans doute le dernier président de la Fed qui faisait peur au marché. Maintenant, c'est les marchés qui font peur au président de la Fed. Et donc, à l'époque de ces 2 présidents, en fait, le mandat était assez simple. En tout cas, le mandat ne s'exerçait que sur la partie courte de la courbe, hein. Quand la conjoncture allait bien, on montait les taux courts, et quand elle allait moins bien, on baissait les taux. On est arrivé après la grande crise financière de 2008, 2 ans après la grande crise financière, dans une séquence très différente, c'était le début du quantitative easing, hein, dont le premier président de la Fed a lancé la charge de l'augmentation du bilan de la Fed. Ça a été Ben Bernanke, et Janet Yellen lui a emboîté le pas très largement. Là, on peut dire qu'on arrive dans une 3e phase, puisque on est plus dans quelque chose qui se rapproche du hélicoptère monnaie, et qui porte donc un risque, pourquoi pas d'inflation, de stagflation, en tout cas qui porte d'autres risques que les 2 autres types de politique monétaire, puisque ça consiste à dire aux États, endettez-vous, et nous, la Fed, on sera là pour acheter la dette, puisque bien sûr, le niveau d'endettement, le programme d'émission de la France, de l'Italie, des États-Unis est absolument indigeste, beaucoup trop gros pour espérer que des investisseurs finaux puissent acheter toutes ces dettes. Et donc la Fed, qui était plutôt un investisseur de dernier ressort, devient un investisseur de premier ressort. C'est la Fed qui directement achète les émissions des États. Et là, juste 1 minute, il faut se poser une question sur Jerome Powell, hein, qui est venu, qui a pris ce mandat un peu en réaction avec les précédents présidents de la Fed, puisque globalement, il était beaucoup plus faucon que colombe, et il a totalement retourné sa veste, et aujourd'hui, il a une politique monétaire, je dirais, qui ferait rougir de honte Mario Draghi, lui-même l'inventeur du whatever it takes. Et comment on explique ça, nous? C'est pas la crise du Covid, hein, c'est ce qui s'est passé fin 2008, le downgrade de General Electric en novembre 2018, qui a entraîné une fermeture du marché obligataire pendant 41 jours. Et là, ça a été la panique, hein, vous en rappelez, on n'a pas passé une fin d'année 2018 très très sereine, et plus jamais ça. Et donc maintenant, à l'époque, il devait baisser le bilan de la Fed, faire des hausses de taux. C'est fini, le bilan de la Fed n'a jamais été aussi gros, il grossit à une vitesse incroyable, et bien sûr, les hausses de taux, n'en parlons plus. Il y aura peut-être une 4e étape qui sera tout simplement un défaut dans le bilan des banques centrales. Je ne sais pas quel président de la Fed osera prendre la responsabilité de déclencher cette bombe à neutrons, mais en tout cas, ce n'est pas une hypothèse qu'on peut complètement exclure. Bon, de façon assez classique maintenant, on ne voit pas de raison de modifier ce dont on avait déjà parlé les mois derniers, à savoir un fléchage de l'épargne qui privilégie essentiellement des actifs réels, des titres de propriété. Donc, bien entendu, l'immobilier, chez Finaltis, on n'est pas des spécialistes de l'immobilier, mais ce sont par définition des actifs réels. D'autres actifs réels qui nous intéressent au premier degré, au premier chef chez Finaltis, ce sont les valeurs mobilières, donc les titres de propriété parmi les valeurs mobilières, que sont les actions. Et là, bien entendu, pas n'importe quelle action, celles qui sont
ne sont évidemment pas des sociétés zombies, qui ne sont évidemment pas des sociétés qui vont avoir de très grandes difficultés dans le cadre de cette deuxième vague économique, à tout le moins, et peut-être économique et sanitaire, liée au Covid. Donc des sociétés extrêmement solides, dont les positionnements stratégiques, la qualité du bilan et les possibilités et flux à venir nous paraissent de nature à les conforter plus qu'à les fragiliser. Voilà. Alors bien entendu, ces sociétés chez nous, ce sont les sociétés titans, et ce sont aussi, parce que c'est comme ça que nous voyons l'investissement digital, les sociétés dans lesquelles nous investissons dans le fonds digital, Finatis Digital Leader. En quelques mots, voilà résumé sur cette première partie de notre intervention, le cadre le cadre de réflexion en tout cas, dans lequel nous sommes inscrits, dans lequel nous inscrivons aujourd'hui pour les semaines qui viennent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement dans les fonds Finatis Titan et Finatis Digital Leader? Bruno pour Finatis Titan. Voilà, donc il nous reste une demi-heure, c'est normalement largement suffisant, donc on aura un petit peu de temps pour les questions-réponses. Donc dans Finatis Titan, ces slides, je ne vais pas trop la commenter, c'est les piliers du fonds. J'attire juste votre attention sur le camembert en bas à gauche. Bon, on a un petit problème de mise en page, j'ai l'impression, puisque les chiffres sont pas parfaitement tabulés, mais peu importe. L'idée générale, c'est que Finatis Titan, par rapport à ce qu'on vous a dit sur la dette des sociétés, n'investit que dans des sociétés investment grade. C'était le cas avant le Covid et c'est bien sûr le cas après le Covid. Et dans l'investment grade, vous savez qu'il y a quelque chose d'assez malsain qui s'est passé ces dernières années, c'est que la moins bonne note, la meilleure note, c'est le triple A. Hein. Bon, ça va vite, il y en a deux dans le monde, Johnson et Microsoft. Et la moins bonne note, c'est le triple B. Et aujourd'hui, 50% de toute la poche investment grade, c'est du triple B. Et on insiste chez Finatis pour dire que non seulement on fait de l'investment grade equity, donc on investit dans des equity qui émettent sur les marchés obligataires avec des très bons ratings, mais qu'on investit dans du bon investment grade. Et vous voyez que le portefeuille est très déformé en faveur des notations A, double A, et on n'a voilà, voire triple A. Et on n'a que 20% triple B et on a quelques sociétés non ratées, hein, tout simplement, pas parce qu'elles sont elles portent trop de risques. Au contraire, c'est parce qu'elles ont des bilans tellement solides qu'elles n'ont pas besoin de faire appel au marché obligataire. Je pense à une société comme Bayersdorf, la maison mère de la crème de la société Nivea, qui a 4 milliards de cash au bilan. Alors, un mot sur la flexibilité. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de fonds qui sont flexibles. On met un point d'honneur chez Finatis à utiliser ce levier de la flexibilité, qui à notre avis n'est pas suffisamment utilisé en général. Donc on a deux bornes entre lesquelles on peut évoluer de par notre mandat, 45% d'exposition aux actions et 100%. Et là, en 6 mois, on a touché ces deux bornes. Là, on est très proche de la borne basse, hein, puisque si on prend l'investissement en actions, aujourd'hui, on a 56%, auquel il faut retirer 9% d'investissement dans des crash puts qui nous ont été très utiles au moment de la crise. Et donc, le delta nous donne une exposition nette aux actions de 47%. Voilà, donc on est dans des basses eaux et le fonds ayant beaucoup remonté, on a cristallisé une bonne partie de la performance. Mais on garde du but dans le portefeuille et on va expliquer pourquoi. Alors, sur le mois, les gros mouvements, ça a été la vente d'Heineken et 3M. Donc, Heineken, c'est une superbe société. Hein, on n'a aucun problème défensif, géographiquement diversifié. Mais ce qui nous rend un peu mal à l'aise, c'est que en fait, la valorisation d'aujourd'hui prend en compte, ce qui était un peu le discours de la société au début de cette phase, que le retour à la normale se fera au deuxième trimestre 2020. Pour être franc, on ne croit pas du tout à un retour à la normale, ni pour Heineken, ni pour plein d'autres sociétés au deuxième semestre 2020. Et donc, on trouve la valorisation aujourd'hui, après la forte hausse du titre, un peu complaisante. Donc, on reste toujours très amis avec cette société. En revanche, on ne la veut pas en portefeuille à court terme. Sur 3M, c'est une société elle aussi exceptionnelle, hein, 60 000 références, 24 000 brevets, bon, des produits industriels vraiment au
cœur, je dirais, des process de beaucoup de sociétés. En revanche, on a peut-être mis trop en avant les produits de protection, les filtres, les masques de 3M. Bon, tout ça, quand vous regardez les chiffres, hein, on est à peine à un quart du chiffre d'affaires. Hein, donc, bon, il y a tout le reste. Sur tout le reste, c'est plus compliqué, va toucher 3M fortement. Et là, pour le coup, on pense qu'il y a un peu de complaisance. Alors, on s'est renforcé en revanche sur Procter & Gamble. Alors, bon, c'est une société dont le nom sonne. En revanche, on met rarement en rapport les produits et le nom. Les produits, le nom de la société apparaît sur les produits, mais souvent en tout petit. Donc, Ariel, Monsieur Propre, Head & Shoulders, les parfums, Hugo Boss, Lacoste, Gillette, Oral-B. Bon, je pourrais vous en dire 50. Donc, c'est vraiment une société gigantesque qui a un gros avantage, c'est qu'elle est très bien implantée sur des marchés à forte croissance. De la croissance, on en aura besoin. Et surtout, c'est un bon moyen de stocker de l'argent. Vous êtes sur un rating exceptionnel, AA-. Vous êtes sur un CDS à 20 BP, donc ça matérialise le fait que les investisseurs ne s'inquiètent pas du tout du crédit. Ils ont bien raison, puisqu'il suffit de regarder le bilan pour ne pas être inquiet. Et c'est une société qui arrive dans ce contexte difficile, avec des prévisions qui nous paraissent tout à fait crédibles, qui sont celles de la société, qui sont backées par un certain nombre d'analystes et nos propres études, qui arrivent à faire croître ces bêtas d'après 5% par an sur l'année en cours et sur l'année prochaine. Et enfin, on s'est renforcé dans Stryker. Alors, Stryker, c'est un des grands leaders de la santé aux États-Unis. Ils font plein de produits. Les produits pour lesquels ils sont le plus connus, c'est tout le marché de l'orthopédie, hein, rachis, maxillofacial, au remplacement complet d'articulation. Mais ils font aussi des produits d'aspiration médicale. Ils font aussi beaucoup de lits pour les hôpitaux. Voilà, c'est une société qui a souffert en bourse comme ses petites camarades Medtronic et Becton Dickinson. Pourquoi? Parce que le Covid a occupé beaucoup les praticiens aux États-Unis et donc ça a reporté un certain nombre d'interventions. Nous, ce qui nous rassure beaucoup dans l'investissement, c'est le backlog, le carnet de commandes. Et là, on sait très bien que malheureusement, quelqu'un qui a prévu de se faire remplacer la hanche, malheureusement ou heureusement, cette opération aura lieu. On ne sait pas exactement quand, mais on n'est pas du tout inquiet que ce chiffre d'affaires se volatilise. Voilà, on est dans des métiers où le client n'a pas le luxe de pouvoir dire finalement, j'achète pas la prothèse de hanche. Un mot sur Citigroup, je sais que ce n'est pas du tout à la mode de parler des banques. Nous, les banques, on pense que si on a une deuxième crise financière, on est un peu dedans, elle ne viendra pas des banques. Le niveau de liquidité des banques américaines est absolument remarquable. Les progrès qui ont été faits depuis 2008 sont remarquables. On arrive, si vous prenez le cash plus les emprunts d'État détenus dans le bilan des banques américaines, vous arrivez à des niveaux de liquidité pour certaines de 35%. Donc on ne se fait pas de soucis sur ces titres-là. En revanche, ils sont difficiles à travailler en bourse et c'est notre travail d'acheter et de vendre. Ce n'est pas des titres sur lesquels être buy and hold est forcément la situation la plus confortable. Et donc, Citigroup est une des 10 meilleures contributions à la performance du fonds Titan depuis le début de l'année, en dépit du fait que le titre est en baisse de 37% depuis le début de l'année. Et avant de passer au digital, juste un snapshot, donc une photo du fonds. Vous avez en haut le top 10, donc toujours des sociétés Titan, des très belles sociétés avec des bilans très solides. Un portefeuille qui a beaucoup tourné, hein, qui est lié aussi au profil de performance du mois de juin, avec ce grand pic de performance et cette retombée derrière. Donc ça nous a donné l'occasion de cristalliser beaucoup de plus-value. Un taux d'exposition qui a beaucoup baissé sur le mois, puisqu'on passe de 72 à 46. Les grands thèmes du portefeuille, on en a parlé un petit peu. Donc Heineken est sorti, mais en revanche, on reste fort sur les beverages, hein, puisqu'on a rentré Coca et Pepsi aussi sur le mois, plutôt on s'est renforcé, c'est des titres qui étaient déjà présents dans le portefeuille. On reste sur la bière au travers d'AB InBev, on a du Pernod Ricard, l'équipement médical, on en a parlé, les sociétés systémiques, alors le concept, on vous en a, pour ceux qui étaient là le mois dernier, on vous en a pas mal parlé. Une société systémique, c'est une société qui est au cœur de la crise, hein, qui est impactée par la crise, mais qui est une société qui, selon nous, par
son caractère systémique, sa taille, son bilan, la possibilité sans difficulté de passer cette crise. Elle ne fera pas faillite dans la crise. Voilà. Et les sociétés qu'on peut vous citer, c'est bien sûr Bank of America, Airbus, BNP ou Aéroport de Paris. Et le thème de l'or, donc on a parlé de ce que faisaient les banques centrales, et en accord avec les gouvernements, on ressent beaucoup un espèce d'effort pour aller faire du débasement monétaire. C'est très dangereux, je dirais, pour les patrimoines. Et à ce titre, avoir des mines d'or est aujourd'hui indispensable, à notre avis, pour protéger le patrimoine de nos investisseurs. Ces mines d'or, ces 2 mines d'or, qui sont les 2 plus grosses du monde, ont la particularité d'avoir des bilans très solides et de verser des dividendes pérennes. Voilà, donc au total, le fonds est exposé à 46,4% aux actions et les investissements sont répartis également entre la zone Amérique du Nord et la zone Europe. Voilà, c'en est tout pour les titans et on va... Peut-être avant de passer au digital, aux valeurs digitales et à ton propos, Afid, on parle de mines d'or dans le portefeuille, il s'agit des actions sur les mines d'or bien sûr. Pour notre clientèle institutionnelle et professionnelle, on a souhaité, sur ce thème du débasement monétaire, lapsus révélateur, donc débasement monétaire, on a souhaité proposer une contre-valorisation du fonds Finaltis Titan en or, et on l'a fait sous forme de produits structurés, investissant donc dans Finaltis Titan et dans l'or en tant que tel. Donc, ce qui revient d'une certaine manière à proposer, même si ce n'est pas possible dans le cadre d'un fonds stricto sensu, une contre-valorisation de Finaltis Titan en or. Et depuis le début de cette année, ce s'appelle Finaltis Titan Gold, est très nettement positif, comme vous pouvez l'imaginer. Voilà. Mais on est absolument convaincu qu'à la hauteur de ce qui se passe dans l'économie et dans le gonflement des bilans des banques centrales, le parcours boursier, le parcours de valorisation de l'or est loin d'être à son pic. Pardon, Rachid, à toi. Merci. Donc on termine avec Finaltis Digital Leaders, donc multithématique sur la digitalisation de l'économie. Donc je rappelle, l'objectif de ce fonds, c'est d'investir de façon résiliente dans les meilleures opportunités du segment coté sur cette thématique, en évitant la prise de risque excessive. Là, vous avez sur cette slide un snapshot du fonds à aujourd'hui. Alors, ce qu'on a fait depuis la crise sanitaire, qui a été un accélérateur de cette thématique, en témoigne la forte surperformance du Nasdaq year-to-date, un Nasdaq qui a réalisé de nouveaux plus hauts avec un spread historiquement élevé par rapport aux autres indices tels que le Dow Jones ou le S&P 500. Aujourd'hui, on positionne le portefeuille de façon plus défensive en termes de valorisation. Vous regardez en haut à gauche, vous avez le top 10 du fonds. Et en gras souligné, c'est les 3 seules valeurs de notre top 10 qui ont réalisé, qui ont dépassé en tout cas leurs plus hauts historiques. Donc aujourd'hui, on cherche des valeurs qui sont résilientes dans la crise, qui en cas de forte perturbation économique réussiront à réaliser de la croissance, puisque ça reste un thème, un fonds en tout cas qui se veut de croissance. Cet aspect est renforcé par 2 grands axes qu'on a aujourd'hui dans le fonds. C'est un fonds qui reste sélectif avec 34 valeurs, donc relativement concentré, relativement de forte conviction, mais tout en maintenant une certaine diversification. Alors, diversification de par émetteur, puisque on ne met jamais plus de 4% par émetteur, quel que soit notre enthousiasme et notre conviction, par souci de diversifier ce risque systématique. Ensuite, diversification en termes thématiques, on essaie de ne pas surpondérer le portefeuille sur la thématique du moment ou la mode du moment. Et enfin, diversification géographique. On cherche des opportunités dans toutes les géographies, États-Unis, Europe, Asie. On est surpondéré en Amérique du Nord par construction de cet univers d'investissement, puisque les principaux innovateurs du digital aujourd'hui sont américains, mais on pense qu'il y a
qu'il y a des opportunités sur la côte européenne. Donc aujourd'hui, on est à 94% investi en actions, on reste un fonds 100% investi. Et pour illustrer ce risque de concentration qu'on essaie d'éviter sur les grosses valeurs du digital aujourd'hui que sont les GAFAM, on a le portefeuille aujourd'hui exposé à 14% du GAFAM. Donc c'est beaucoup moins que le Nasdaq 100, en tout cas qui est quasiment à 50% de GAFAM. On est sur 5 capitalisations avec 4 qui dépassent les 1000 milliards de capitalisation. C'est également moins que ce qu'on a aujourd'hui sur le S&P 500. Aujourd'hui, les GAFAM représentent 20% du S&P 500. Donc c'est un choix qu'on fait aujourd'hui, c'est être très sélectif avec un portefeuille de conviction, mais rester diversifié. Un autre aspect dont on voulait parler aujourd'hui, c'est l'aspect gestion des risques. Alors, on parle souvent de nos 2 piliers dans la sélection de Digital Leaders, que sont les free cash flow positifs et les barrières à l'entrée. Il y a un autre aspect qui est très important, c'est la gouvernance des entreprises dans lesquelles on investit. Alors, le dossier Wirecard qui a secoué l'univers du digital allemand et européen ce mois-ci a fait beaucoup de vagues. C'est un dossier dans lequel on n'a jamais investi, puisqu'on a toujours pensé que les suspicions qu'il y a depuis de nombreuses années sur ce dossier en particulier se traduiraient un jour ou l'autre par des dégâts. Alors, on ne prétend pas avoir prédit l'ampleur de ce scandale. Pour rappel, il y a 1,9 milliard d'euros qui ont disparu du bilan de Wirecard et qui ont même probablement jamais existé. Je vous ai mis un petit graphique pour voir ce que ça représente dans la trésorerie aujourd'hui de Wirecard. Ils ont constitué au fil des années un gros trésor de guerre qui a été renforcé par de l'endettement, et c'était un autre red flag de notre point de vue, c'est qu'une société avec des free cash flow importants, sauf si elle a une politique d'acquisition assez agressive, ce qui n'était pas le cas de Wirecard puisqu'il rachetait essentiellement des très petites sociétés en Asie. Sauf dans ces cas-là, il n'est pas justifié qu'une entreprise utilise le levier à ce moment-là. Et pour illustrer ce point, c'est qu'ils ont levé il y a un an près de 900 millions auprès de SoftBank, qui est pas réputé pour être le plus prudent des investisseurs. Et en septembre, pire que ça, en septembre, ils ont levé 500 millions sur le marché obligataire à un coupon de 0,1%, sachant que septembre 2019, ils étaient déjà sous le coup d'une enquête spéciale ils avaient déjà mandaté KPMG qui n'avait pas encore donné ses conclusions, et surtout on savait déjà qu'ils allaient avoir des difficultés à publier, à valider leur compte 2019. Donc aujourd'hui, Wirecard a soumis un dossier d'insolvabilité, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en mesure d'honorer cette dette à cause de ces 1,9 milliard d'euros qui ont disparu. Et donc, c'est catastrophique, malheureusement, pour les gérants et les porteurs qui ont investi sur cette valeur ces dernières années. Et je conclus là-dessus. Donc, il nous reste un peu de temps pour faire une session de questions-réponses. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que nous avons reçu des... Nous avons une question de Laurent Bulky. Sodexo qu'on passe au top 10, n'est-ce pas redondant? Alors la question, donc je la répète, effectivement, une question de Laurent. Merci Laurent pour cette question. Sodexo et Compass, n'est-ce pas redondant d'avoir les deux dans le top 10 de Finaltis Titan en l'occurrence? Bonjour Laurent, la réponse est oui, c'est redondant, tout à fait, parce que c'est deux sociétés qui, et je ne vois pas quel gérant serait capable de dire qu'il diversifie totalement ses risques en ayant ces deux sociétés. Bon, c'est deux émetteurs quand même. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que la discipline dont parlait Afid sur Digital Leader, qui est jamais montée au-dessus de 4%, elle est sur une seule ligne. Elle est encore plus stricte sur Titan, qui a ce caractère de fonds patrimonial au cœur de nos allocations, de nos mandats, etc. Et sur Titan, c'est jamais plus de 3%.
L'exception, ça a été Berkshire Hathaway, qui est un fonds, je dirais, plus qu'une action. Hein, donc, il nous arrive des fois d'avoir 3,5 de Berkshire Hathaway. Voilà. Toutes les sociétés sont inférieures à 3. Les deux dont on parle, en fait, sont autour de 2%. Donc, en fait, dans le top 10, ça paraît un peu impressionnant comme ça, mais la réalité, c'est que Finatis Titan est un fonds principalement équipondéré. Hein, voilà. Déjà, la bourse à 2 dimensions, c'est compliqué. J'en ai ou j'en ai pas. À 3 dimensions, j'en ai beaucoup, j'en ai pas beaucoup. Personnellement, je n'y ai jamais cru. Ça complique beaucoup la démarche d'investissement. Donc nous, on est très fluide sur nos titres. Si on en a, c'est qu'on pense qu'il y a du potentiel. Et si on n'en a pas, on les vend. Voilà. Et donc ces deux titres nous paraissent être vraiment au cœur de la démarche, surtout en période de crise. Ce que les investisseurs attendent de nous, c'est qu'on puisse détecter des titres qui sont fait cogner en termes de valorisation, et là on peut le dire, c'est le cas, mais qui n'additionnent pas à leur souci business un risque de crédit. Compass, c'est une société, je pense, qui a une exécution qui est encore meilleure que Sodexo. Sodexo a ce caractère familial qui est très rassurant, qui a servi à nombreuses reprises dans l'histoire de la société. Et d'une manière générale, nous, on n'achète pas totalement, même si vous avez senti notre inquiétude au début de notre intervention, on n'achète pas totalement ce scénario d'un avenir où on serait tous confinés pour l'éternité dans notre salon, à la fois pour travailler, pour faire nos courses. Donc on pense que les gens vont ressortir. Et qu'il faut avoir en tête que Sodexo et Compass, c'est pas que de la bouffe, hein, c'est beaucoup d'autres choses. C'est 80 métiers dans 140 pays qui vont de la sécurité à la gestion des fluides, etc. Donc, sauf à ce que toutes les sociétés du monde décident de fermer leur siège social et leurs implantations, il y a un avenir pour ces sociétés. Elles nettoient, par exemple, les usines de Pepsi ou de Coca, voilà, les grands, et jusqu'à preuve du contraire, on a besoin de se nourrir. Il faut des très très hauts standards de sécurité et d'assainissement dans ce type d'usine. Ça fait partie des métiers de Sodexo et de Compass. Voilà. Est-ce qu'on a une autre question? Alors, une autre question, cette fois-ci pour le côté digital. On parlait de Wirecard qui effectivement a l'occasion de cette crise a explosé, je crois qu'on peut le dire littéralement. Certains vont en bénéficier. Est-ce que dans le portefeuille de Finatis Digital Leader, on a des sociétés qui sont susceptibles de bénéficier de parties de business qui sont clairement aujourd'hui à vendre chez Wirecard? Ouais, alors aujourd'hui on a Wirecard, on a Worldline en portefeuille qui va peut-être en bénéficier. Alors elle ne figure pas dans le top 10, mais on a quand même une position assez significative. Worldline pourrait bénéficier puisqu'il y a deux parties dans l'activité de traitement des paiements. Il y a l'acquiring qui est le fait d'accepter les paiements et l'issuing qui est le fait d'émettre un paiement. Cette activité d'issuing, Worldline est en compétition directe avec Wirecard. Donc les clients sur ce segment-là, c'est les banques. Donc il se peut effectivement que même si Wirecard s'en sort, cette perte de confiance fait qu'il y ait une fuite bien entendu vers Worldline. Une autre hypothèse, c'est que Worldline achète sous réserve qu'il n'y ait pas d'éléments litigieux ou de procédures judiciaires sur cette activité-là. Il est possible que Worldline rachète des pans d'activité de Wirecard. Donc là, on a un clair bénéficiaire, en tout cas de la démise de Wirecard. On a un bénéficiaire désigné, absolument. Alors, on va... est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Un mot sur le Brexit. Un mot sur le Brexit. Ah, je me la laisse le dire. Je vais la laisser également. Non, je ne pense pas qu'on ait grand-chose à dire sur le Brexit, en dehors de ce que chacun d'entre nous pouvons lire sur ce thème. On n'a pas mis volontairement dans les facteurs d'incertitude. Alors, il y a le facteur d'incertitude très fort qui est l'affrontement entre les deux superpuissances chinoises et américaines. Il y a un certain nombre d'incertitudes qu'on a voulu mettre en exergue dans le cadre de l'ONU, géopolitique mondiale, les relations chinoises avec la totalité de ses voisins hors Corée du Nord, qui ne survit que grâce à la Chine, et peut-être grâce aussi à la disposition d'un arsenal nucléaire, secret de Polichinelle aujourd'hui. Et puis également
l'assertivité, pour ne pas dire la lutte pour la survie de deux pays très importants qui sont la Russie et la Chine. Alors le fait qu'on n'ait pas parlé du Brexit, ça ne veut pas dire qu'on considère que le Brexit n'a aucune importance dans l'œil des investisseurs. Aujourd'hui, la raison pour laquelle nous, on ne parle pas du Brexit, c'est que tout simplement, on ne fait pas de pari sur la durée que prendra la négociation en cours. On ne fait pas de pari sur le news flow, la vitesse à laquelle il se passera quelque chose sur ce dossier. On n'a pas plus de conviction sur l'évolution de ce dossier que ce qu'on peut lire dans la presse. On est face à clairement deux entités qui ont des agendas à ce jour très différents. L'Union européenne n'a pas envie d'avoir un petit Singapour à ses portes. À ce titre, vous avez sans doute vu que Singapour faisait clairement une offre de service à toutes les personnes installées à Hong Kong qui avaient envie d'échapper aux mains griffues de mainland China. On sait tous que Singapour est dirigé en fait ethniquement et culturellement par des Chinois, et il est sûr que quand on est habitué à un environnement hongkongais, translater son business à Singapour, ce n'est pas une mauvaise idée. On est à 4 heures de vol et on a un climat plus agréable, une démocratie un peu ferme, mais aucun risque de se retrouver avec un parti communiste à court terme en capacité d'exproprier des propriétaires. Donc l'Union européenne ne veut pas d'un énorme Singapour à ses portes, le sujet est là. Et de l'autre côté, il est bien évident que le Royaume-Uni ne veut pas se retrouver à avoir le pire des deux mondes, en l'occurrence la bureaucratie et la capacité réglementaire européenne, toujours qui lui serait imposée, et de l'autre côté, une incapacité à faire usage de son unicité et de son insularité et de ses liens historiques avec une très grande partie de la planète. N'oublions pas, ça nous paraît fou à nous Français, mais l'Angleterre est une île, et c'est une île qui a dominé le monde. Donc aujourd'hui, elle a à faire valoir un certain nombre d'atouts. Les Européens le savent, et les Anglais aussi, donc, enfin les Britanniques le savent aussi. Donc il y a énormément de difficultés à se mettre d'accord, mais les deux parties ont intérêt à terme de toute façon à se mettre d'accord. Mais simplement, on n'a rien à dire sur le news flow et la probabilité qu'il y ait quelque chose qui soit trouvé, accord minima ou pas, d'ici la fin de l'année. Voilà. Donc on ne sait pas quoi dire sur le Brexit en dehors de récapituler ce que vous lisez tous dans les journaux, et qui à ce stade ne semble pas, en tout cas du point de vue des valeurs qui nous intéressent, des valeurs Titan particulièrement, on a dans le portefeuille Titan pas mal de valeurs cotées en Angleterre, et certaines sont vraiment des valeurs magnifiques, il n'y a pas qu'on passe. On n'a pas aujourd'hui de risque particulier lié au Brexit sur ces business-là. Ouais, sur toutes les valeurs anglaises qu'on achète dans les portefeuilles, il n'y en a pas dans Digital Leader, il y en a certaines présentes, Reckitt, Vodafone, etc. dans Titan, systématiquement la devise est swappée, c'est-à-dire qu'on marque le risque de la société, mais on n'en marque pas le risque de la devise, parce que vous avez vu notre quasi-embarras sur votre question sur le Brexit, dont on a bien sûr pas de vue très forte aujourd'hui sur l'évolution de la livre anglaise contre les autres devises, et on ne souhaite pas que l'alpha de nos fonds sorte d'une vue très hypothétique sur les devises, mais plutôt de nos choix de société. Voilà, donc effectivement, ça se matérialise par une neutralisation du risque sur le change, qui lui, pour le coup, pourrait swinguer pas mal en fonction de ce news flow. On n'a pas eu de question sur le fait qu'avoir Reckitt et Teaser dans le portefeuille, c'était un peu redondant avec Procter & Gamble, Beiersdorf et plein d'autres, mais en l'occurrence, ce thème de la consommation impérative est un thème très fort qui enjambera le coronavirus. On continuera tous à se laver les cheveux, qu'on peut l'espérer, et on se lave beaucoup plus les mains, donc toutes ces sociétés-là en profitent. Voilà. On va, pour respecter notre horaire très strictement, vous proposer de s'arrêter maintenant. On vous donne rendez-vous le 3 septembre prochain, puisque nous n'aurons pas de webinaire fin juillet. On pense que les uns et les autres auront pas mal de raisons
nous reposer au cours de ces mois qui viennent, enfin de se reposer en vacances. Ça n'empêchera pas que nous continuerons à gérer les portefeuilles pour nos investisseurs, un œil rivé sur nos écrans. Mais on espère pouvoir également bénéficier d'un spectacle aussi beau que cette plage qu'on vous a mis sur l'écran. Merci à tous, merci à toutes de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous adresser également des questions à tout moment, soit en continuant d'utiliser le chat, soit en nous adressant directement des emails. Bon été à tous et rendez-vous donc le 3 septembre. Merci. Merci.